Nous sommes en présence d'un illustre invité, le président Bandakani, homme politique, analyste politique et géopoliticien. Ce soir, nous allons encore recueillir son expertise pour parler d'un sujet qui concerne l'Afrique centrale, un pays majeur, la République démocratique du Congo, qui ces derniers temps subit des agressions, voire une invasion du mouvement des rebelles du M23. Monsieur le Président, de prime abord, bonsoir et bienvenue à cette émission en direct. Bonsoir, mon cher Jules Bouya-Mousso. Bonsoir l'équipe technique qui t'accompagne, que je salue, pour leur courage, pour leur persévérance, pour leur détermination. C'est pas facile de tenir, techniquement parlant, dans l'environnement numérique du continent en général et la partie qui est consacrée à notre pays, au Cameroun. Donc je salue les techniciens pour le travail qu'ils font. Je salue l'ensemble de l'équipe qui a préparé cette contribution, ce direct. Et je salue mes très chers internautes, sans lesquels on ne peut pas faire le travail que nous faisons. Et bien sûr, mes ennemis, je les salue. Bien évidemment, vous saluez également vos ennemis. Toujours, comme toujours. Je les salue toujours. Parce que je vous ai dit souvent que l'ennemi croyant vous détruire oublie qu'il peut être souvent votre meilleur partenaire. Donc pour moi, mes ennemis sont mes partenaires. Bien évidemment. Objectif. Monsieur le Président, nous parlons d'un sujet majeur, un pays que vous connaissez, la RDC, qui en ce moment subit une agression du mouvement M23 à l'est du Congo, notamment dans la ville de Goma. Dimanche le 26 janvier, la RDC a subi une offensive. Et les dernières informations qui nous parviennent font de ce que les combats continuent dans la région et il y a une contre-offensive de l'armée régulière qui est en train de se mettre en place. Mais nous voulons comprendre les profondeurs de cette crise, ne pas seulement s'apaisantir sur les éléments factuels. Monsieur le Président, en novembre 2022, un processus de paix qui s'est tenu à Luanda a été initié dans le cadre des négociations entre la RDC, le Rwanda, sous l'égide de l'Angola. Et le 15 décembre 2024, une réunion tripartite avec ces pays dont j'ai mentionné a été annulée au dernier moment. Selon la presse congolaise, le faux bon rwandais s'explique par les conditions préalables posées par Kigali, qui aurait demandé en contrepartie de la signature d'un accord de paix la tenue d'un dialogue direct avec les rebelles du M23. Une exigence catégoriquement rejetée par la RDC, qui a jugé ce groupe armé de terroristes. Monsieur le Président, au-delà des raisons de l'échec de ces négociations, quelles sont, selon vous, les principales raisons? C'est intéressant cette démarche qui est la vôtre parce que ça nous permet de quitter la dictature du présentisme, du factuel et tout ce qui va avec, comme spontanéité, absence de médiation au sens pédagogique et méthodologique du mot, médiation qui permet de prendre du recul, de travailler les éléments factuels en les mettant dans une véritable perspective qui permet de voir les choses en profondeur afin de comprendre pourquoi il y a des blocages que la factualité événementielle ne peut pas expliquer. Donc, c'est une démarche qui est tout à votre honneur. On ne peut pas comprendre les événements de la RDC, des Grands Lacs, sans la perspective historique qui doit dessiner une véritable généalogie du factuel du présent, tel qu'il se décline sous nos yeux. Et c'est en analysant en profondeur qu'on comprend ce qui se passe, pourquoi tous les accords que vous citez ne servent à rien. Parce que les vrais acteurs, ce ne sont pas la RDC, ni son président, ni
l'agresseur de façade, M. Paul Kagame. Ce ne sont pas tous les vrais acteurs. Ce qui est bizarre, c'est que les vrais acteurs, souvent, donnent l'impression de vouloir la paix. Ils condamnent, ils appellent à des cessez-le-feu, ils appellent au dialogue, etc. Alors que ce sont eux qui sont derrière tout ça. Je parle des États-Unis, des multinationales, la Belgique, la France et l'Angleterre. Sans compter le jeu trouble de l'Union africaine. Et des pays africains, des États africains, qui n'ont pas compris jusqu'à présent que cette guerre-là, ce n'est pas la guerre de la RDC, c'est la guerre de toute l'Afrique, puisque c'est parti, le destin du Congo a été scellé depuis la conférence de Berlin, 1885, où M. Léopold II, un criminel historique, un assassin historique, un bandit de grand chemin, on va me dire qu'il ne vit plus. Non, non, mais nous, lui, quand ce sera possible, on va juger même sa tombe. Hein, de grand chemin, qui s'est accaparé de ce pays et en a fait sa propriété personnelle. Le drame du Congo part de là. Vous devez vous rappeler que rares sont les colonies quand même qui, dès le départ, sont la propriété personnelle d'un roi. Vous avez des entreprises, il y a l'entreprise coloniale, des États coloniaux en association répondant aux besoins de l'industrie naissante, en association avec des entreprises, des sociétés coloniales concessionnaires, etc., sont lancés dans la recherche des matières premières. Ça se comprend. Mais lui, le cas du Congo est spécial par le fait que M. Léopold II en a fait sa propriété personnelle, sa chose. C'est quand même terrible qu'un grand pays comme la RDC soit la propriété de quelqu'un qui, en plus, n'est pas un Africain. Par le simple processus d'une colonisation qui est l'aboutissement des voyages sponsorisés de divers explorateurs qui vont arriver dans l'embauche du Congo et plus tard vont découvrir le Congo. Et la dernière expédition financée par Léopold II a abouti, n'est-ce pas, à la découverte du pays. Et au retour, il a dit que bon, ok, c'est mon pays. Et la suite, on connaît, il a débarqué avec une force, un corps expéditionnaire pour massacrer les populations et s'imposer. Donc, dès qu'il veut prendre le pays, il va décider que c'est un État indépendant. Alors, la conférence de Berlin est convoquée d'abord pour qu'il puisse présenter à ses pairs son butin. Et tout ce que ça ouvrait comme transaction extraordinaire. Et ensuite, donc, il va décider que bon, c'est l'État indépendant du Congo. Première phase, le Congo devient un État indépendant. Donc, il commence l'exploitation du Congo, il s'enrichit, etc. Mais comme il y a beaucoup d'exactions, de crimes et d'atrocités, la coupure des mains, les massacres, etc., les guerres, il y a des dénonciations qui vont s'élever d'abord à cause de la résistance des Congolais, des ethnies congolaises, c'est pas. Maintenant, ensuite, ses rivaux en métropole, ses rivaux belges, parce qu'on ne va pas que c'est la philanthropie, ses rivaux belges, des intellectuels belges, des partis politiques, etc., certains missionnaires vont commencer à dénigrer, à rendre compte de toutes sortes des actions qu'il y a dans le pays. Il y a un rapporteur britannique qui va faire un rapport, qui va ameuter toute la Belgique, et même une certaine opinion, entre guillemets, soi-disant internationale à l'époque. Tout ça va l'obliger à la fin à se retirer et à léguer, comme don. Il faut qu'on s'arrête là. Hein. C'est-à-dire, il va léguer comme don quelque chose qui ne lui appartient pas. En plus, un pays, un gigantesque pays comme la RDC, le Congo, ça, on l'appelle le Congo, il va léguer ça au Parlement belge. Oui, voilà, il va léguer ça au Parlement belge. Et après, donc, du coup, va sauver la deuxième phase de la colonisation au Congo. Deuxième phase, parce que la première phase, c'est une colonisation pour le compte du roi. La deuxième phase, c'est maintenant l'État congolais, belge, à travers le Parlement, qui engage la deuxième phase de la colonisation. Et durant cette colonisation, il y a un phénomène particulier, c'est-à-dire que le rêve belge, comme le rêve de tous les colons occidentaux, c'est de faire paraître la colonisation comme une œuvre civilisatrice, comme une très bonne chose. On va arriver à une sainte colonisation. Une colonisation qui va à la fin réconcilier le bourreau et les victimes.
Parce que l'œuvre coloniale devrait primer sur les exactions, comme on disait, comme ils disent souvent, les nécessités fâcheuses. Donc, on considère qu'il y a une différence entre la colonisation version Léopold II en tant que propriétaire du Congo et la colonisation de l'État belge, n'est-ce pas, parce qu'il y a un ministre des colonies, il y a un gouverneur général, etc. Comme il a beaucoup dit, on va construire un chemin de fer, je pense, Matadi, Kinshasa aujourd'hui, à l'époque, je crois, Léopoldville, on va construire un chemin de fer, on va construire les écoles, les missionnaires vont s'installer, etc. Donc, la civilisation était en marche et la Belgique était très fière de son trésor colonial et du fait que vraiment, il y avait quelque chose d'historique. On n'a jamais vu dans le monde réconciliation entre le bourreau et la devenue qui mangeaient ensemble, qui vivaient ensemble. Ça malheureusement, ça ne pas tenir parce que les rébellions, la résistance va continuer et va connaître une mutation. La résistance va connaître une mutation différente de la première phase de résistance à l'avènement de Léopold II. Dont la résistance va connaître une deuxième phase, des intellectuels, des personnalités religieuses. Nous pensons à cette période qu'on a appelée, avec l'émergence de ce qu'on appelait les trois manifestes. Les trois manifestes sont le premier mouvement écrit, intellectuel, de dénonciation de la colonisation et de la revendication de l'indépendance à l'époque au Congo. Donc c'est comme ça que les personnes comme Lumumba, les Kasavubu, le voyou de Tchombe, etc. vont émerger. Donc les trois manifestes dessinent un peu l'essentiel des courants politiques qui en est RDC. Vous avez le rôle de l'Église qui appuie opportunisme. Maintenant que un peu partout, il y a la revendication de l'indépendance, parce que depuis la chute d'un bien fou au Vietnam, l'Indochine à l'époque, les milieux coloniaux africains, en particulier les milieux de l'Église, comprennent qu'il faut revoir notre copie. Peut-être que c'est parti là, on va pas s'en sortir. Il faut revoir nos copies parce que l'exemple algérien va contaminer partout, etc. Donc, du coup, comme ils font partout, ils donnent l'impression, le clergé donne l'impression de moi, ils épousent la couleur du moment, comme les bons caméléons, et aussi commencent à dire que non, il est temps que les Congolais prennent en charge leurs affaires. Il y a un cardinal à l'époque qui se distingue, Maloula, qui deviendra plus tard, je crois, cardinal de Kinshasa, brillant sujet, très engagé dans l'inculturation de l'évangile, qui se démarque aussi à travers un manifeste. Et puis voilà, il y a Kasavubu qui va émerger avec ce qu'on appelait le manifeste c'est contre-manifeste de l'association, de l'Alliance du Bas-Congo. Voilà, l'Alliance du Bas-Congo. Lui réclame l'émancipation immédiate. Patrick Lumumba va émerger dans cette période-là. Et c'est la deuxième phase du mouvement anticolonialiste au Congo qui va déboucher à la fin sur quelque chose qui est extraordinaire. Et je voudrais m'arrêter là. On ne comprend pas le sort de ce pays si on passe sur cet épisode. À l'époque va émerger le mouvement national congolais, MNC, dirigé par le grand Patrice Lumumba, qui gagne les élections. Il gagne les élections législatives après la table ronde organisée par les Belges, qui constatent que, comme je vous l'ai dit, il n'est pas possible s'ils ne font pas vite, ils ont perdu une rébellion qui va monter, comme à l'exemple de l'Algérie, qui va monter, etc. Ils sont isolés au plan international parce que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, etc. Il y a un mouvement de décolonisation qui est amorcé. Donc la Belgique ne peut pas... Donc, ils vont nous anticiper, il faut une table ronde, ils font les élections. Parce que le Lumumba gagne les élections, il a pratiquement 65% des sièges, lui et ses alliés. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Par élégance, par dignité, par esprit de rassemblement, par patriotisme, il va céder la présidence à Kasavubu. Oh, il nous faut la présidence. Parce qu'il va gagner les élections. En disant que non, vraiment, cette victoire est la victoire de tous les Congolais. Il lui cède. Je voudrais vous rappeler que vous savez très bien que Mobutu, qui était un... Bon, il n'est même plus là, ça ne va pas la peine de taper sur lui. Ou il est journaliste, ou il a pratique journaliste, on ne sait pas. Mais il était journaliste. Il a eu la chance d'être l'ami de Lumumba. Alors, à la faveur de la révolte des soldats congolais dans le cadre qu'on appelait à l'époque la force publique,
qui sont très maltraités, qui subissent les traitements racistes des Belges. Pas, il y a un monsieur, se pose la question du fameux Janssen. Janssen, le fameux colonel, chef de l'armée, des forces publiques, Janssen. Alors, il est soutenu par, évidemment, les Belges, ses patrons belges, et une telle pression que Lumumba le limoge. Il va ramasser dans ce type qui n'avait aucune formation, rien, vous tous son ami, le nom chef d'état-major. Il donne le pouvoir, il donne la présidence à Kasavubu. Il sort du néant Mobutu, il en fait chef d'état-major pour l'intérêt du pays. Et vous savez très bien, la suite des événements, quand Lumumba prend le pouvoir, c'est un patriote intransigeant, il veut la défense de son pays, etc. La dignité de son peuple, la souveraineté économique du pays, la souveraineté politique. Quand les troupes commencent, qui vont le livrer, c'est Kasavubu et Mobutu. Surtout Mobutu, qui le fait arrêter sous la pression de ses patrons. Il le remet à tomber son ennemi. Et vous savez ce que Lumumba va subir. Voilà l'une des clés de compréhension de la situation de ce pays. Parce que c'est quoi tomber, tout ça? C'est que les Belges, l'Occident belge, les Belges, l'ONU, les États-Unis, etc., parce qu'il faut se rappeler que les années 60, les États-Unis entrent en scène de manière claire. Vous savez que la bombe atomique des États-Unis, c'est avec l'uranium de la RDC, n'est-ce pas? Et ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont demander, ils vont obtenir, en négocier avec les Belges, un droit de préemption, n'est-ce pas, sur l'uranium de la RDC. Le droit de préemption, c'est un mot élégant, c'est que ça leur appartient de son bien. Cet accord-là est signé, c'est important de rappeler ça. Vous comprenez le rôle des Américains dans cette affaire. Donc, Lumumba est assassiné dans les conditions que nous savons. Le mouvement, l'idéal national de la RDC meurt à ce moment-là. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre qui est Tshombe et ce qu'il représente. Lumumba milite pour un mouvement national, c'est-à-dire la nation. C'est un mouvement national. Par contre, les opportunistes comme le Tshombe militent pour un mouvement pour le fédéralisme. Le fédéralisme. C'est très important de le souligner parce que ça va nous permettre. C'est un faux fédéralisme parce que, en fait, c'est un cache-sexe pour que les Belges continuent à exploiter les matières premières en mettant en avant les hommes liges. C'est la pure racaille. Mais c'est eux qui sont pour ce fédéralisme-là. Nous, on va dire non la nation parce que, en centralisant, on a notre souveraineté réelle sur nos matières premières. On valorise ça et on met un système de redistribution le plus équitable possible pour favoriser un bien-être de la population. Cette divergence est importante. Parce qu'il y a des Africains qui ont lu 2 ou 3 livres, docteurs en doctorat, qui vous font la promotion du fédéralisme sans comprendre ce que ça veut dire. Parce que le fédéralisme américain, ce n'est pas, on ne le transfère pas comme ça, des fédéralismes comme ça en l'air. Un fédéralisme sérieux doit être le fait d'un mouvement endogène conscient de lui-même et des enjeux liés à ce type de gouvernement. Mais quand vous êtes des colonies et que le colon s'amuse, n'est-ce pas? Il suffit qu'il découvre les mines quelque part, cet endroit devient plus qu'un État d'un État, on lui donne un statut spécial. Ce qui s'est passé au Katanga, quand on a découvert les riches gisements miniers du Katanga. C'est ça qui fait du Katanga un État dans l'État. Ils peuvent larguer le pouvoir central et ils vont servir de base, n'est-ce pas, à la destruction du mouvement national congolais. Donc, je pense qu'il y a un problème spirituel profond. La manière dont on a traité Lumumba, on a traité ce mouvement national, c'est ça qui explique tout le drame qu'on voit aujourd'hui en RDC. Mon cher Fabrice. Parce que Lumumba symbolise, Jules Lamousso, je confonds avec, comme j'ai beaucoup de allez-y, en fait beaucoup de plateaux. Voilà, s'il nous suit, je le salue. Donc, Lumumba était l'idéal, le concept politique le plus élevé qui correspondait au défi historique, n'est-ce pas, de la RDC. Alors, il ne s'agit pas seulement de l'avoir réhabilité par une grande statue qui trône quand vous allez à Kinshasa. C'est pas ça. C'est pas lui. C'est lui. Mais il faut réhabiliter son projet politique. C'est ça qu'il faut réhabiliter. Il faut réhabiliter sa pensée. Il faut développer ça. Le travailler davantage dans les conditions du XXIe siècle. Parce que c'est là où se trouve la réponse, n'est-ce pas, aux défis qui se posent dans ce pays. Donc, on va continuer à le voir. Une fois qu'il est mort, Mobutu va pour le pouvoir.
Mais il ne s'est pas préparé à ça, c'était pas un homme politique, il n'avait aucun bagage qui lui permettait de comprendre la destinée de ce pays-là et de travailler dans ce sens. Bon, il s'est battu, il a été le premier à réhabiliter celui qui l'a vendu, il a réhabilité Lumumba. Bon, on connaît ce qui s'est passé avec ces histoires d'authenticité, zarianisation, etc. Ouais, aujourd'hui, en RDC, il y a une nostalgie de Mobutu hein, à l'heure actuelle parce qu'il y a l'âge d'or du pays qu'ils ont connu à l'époque, dans les années 70, 73 en montant, aux années 80, en montant. Vous avez été comme un paradis, il y avait beaucoup d'argent à cause des 30 glorieuses qui font que tous les pays africains, à un moment donné, ont connu un âge d'or que beaucoup d'aujourd'hui, n'est-ce pas, murmurent, méditent sur ça en disant vraiment, on refuse de regarder les vrais défis, on est dans un âge d'or sans comprendre les ressorts. Mais après, vous allez voir, après, le pays va tomber dans la ruine quand tu vas voir les chocs, quand le prix du cuivre va baisser et qu'en retour, le prix du pétrole va augmenter. L'économie des Zaïre va tomber et ne va plus jamais se relever. Beaucoup de pauvreté. Mobutu a mis longtemps au pouvoir, près de 32 ans. Il a servi de combattant de la liberté pour le compte de l'Occident contre le communisme. Reagan le saluait, disait, ça c'est un combattant de la liberté. Donc on fermait les yeux sur sa dictature, entre guillemets, on fermait les yeux dessus, parce que il servait, n'est-ce pas, de combattant de la liberté. Il était un rempart contre l'expansion du communisme en ce temps-là. C'est comme ça qu'il servait de base arrière à Jonas Savimbi, il y a Holden Roberto, qui tous animaient des rébellions qui menaçaient la survie de l'État de l'Angola. Vous voyez ce que ça fait. C'est-à-dire quand vous hébergez Savimbi, vous êtes l'ennemi de Dos Santos, qui lui est l'héritier de notre grand panafricaniste patriote Agostinho Neto. Donc, où est-ce que c'est passé? Donc, ça fait que lorsque le mur de Berlin tombe, il n'est plus important. Il n'est plus important. Le pays est démembré à cause de la pauvreté. Je vous ai parlé de la crise économique qui frappe le pays dès les années 73 en montant. Je vous ai dit, c'est consécutif à la chute des prix du cuivre. Et un double choc, hein. Le cuivre chute, principale source de recettes du pays en devise, ça chute. Quand le pétrole, lui, il augmente. Or, le pays n'était pas grand producteur de pétrole. Le pays, c'est un choc extraordinaire. Ça va casser l'économie du pays. Ça va créer les conditions d'une pauvreté extraordinaire. Le pouvoir central s'affaiblissant. Résurgence des irrédentismes historiques régionaux et tribaux. Ils vont ressurgir. Un renouveau du katangisme va se répandre dans le pays. Quand je parle de ça, cette tentative d'autonomie, n'est-ce pas, des régions du pays qui ont goûté à la matrice du régionalisme néocolonial comme masque derrière le fédéralisme dont chacun commence. Et du coup, donc, va surgir le génocide au Rwanda. Voilà, le génocide au Rwanda, Mobutu est coincé, les Américains ne sont plus ils ne servent plus à rien. Les Américains ont leur politique des Grands Lacs en ce moment-là. L'Angola même dit OK, maintenant on ne va pas te rater, etc. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Kabila Père, dans des conditions que vous connaissez. Il avait fait, c'était une alliance, mais en fait, c'est Bill Clinton, avec ses clients, c'était un client à l'époque. Les Américains, il y a lâché Mobutu, ont fabriqué deux pions, Museveni et Paul Kagame, qui sont devenus les grands patrons des Grands Lacs, version Bill Clinton. C'est comme ça qu'on va favoriser l'arrivée au pouvoir de M. Kabila. D'ailleurs, vous vous rappelez l'épisode de l'ambassadeur Bill Richardson, officiant pour les États-Unis, qui veut dire à Mobutu, si tu ne parles pas du pouvoir, on va traîner ton cadavre à Kinshasa. Mobutu s'est mis à pleurer comme un nègre inconscient, que donc maintenant je vous ai servi, vous m'abandonnez, etc. Bon, il a pensé à Lumumba certainement à ce moment-là, sérieusement, et c'était fini. Et c'est là donc où le problème commence. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Pour prendre le pouvoir, l'FDL,
va être obligé de signer des contrats avec des sociétés américaines qui vont financer cette rébellion contre Mobutu. Financer. Il y a au moins 4 entreprises. C'est pas, le lobby minier américain finance, et en retour, avant ça, Kabila Paix signe que bon, ok, les mines, vraiment, vous faites ce que vous voulez. C'est ça l'accord. Vous vous rappelez comment Kabila Paix avait traité Mandela sur ce fameux bateau. Bien évidemment. Voilà, donc c'est comme ça. Ça, c'est la première guerre de la RDC, la première guerre de la RDC, qui deviendra la première guerre africaine, interafricaine, parce que quand il prend le pouvoir, après 1 ou 2 ans, il se rebelle. Kabila Paix, il se rebelle, il renie l'accord pour tenir en face. Zimbabwe arrive, l'Angola arrive, je crois l'Afrique du Sud arrive. En Namibie également. Total, on va dire la première guerre mondiale africaine. Vous voyez, et d'un côté, les soutiens, le Rwanda, l'Ouganda et autres, n'est-ce pas, qui se battaient. Donc, c'est tout ça. Voilà comment les conditions sont créées pour tout ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une guerre pour les matières premières de la RDC. La RDC, son malheur, c'est d'être un scandale géologique. C'est un pays immensément riche. Et là, on vous parle tous les jours, on a découvert d'ailleurs des richesses. Donc, l'Occident, depuis Léopold II, a fait de ce pays le centre de sa géopolitique en matière d'accès aux matières premières fondamentales, n'est-ce pas? Du coup, les choses sont claires. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut s'accaparer des matières premières d'un pays? Léopold II l'a pris, n'est-ce pas, avec la politique de la canonnière. Il en a fait sa propriété personnelle. Écoutez très bien. Donc, à la base, quand on veut les matières premières d'un pays, ce pays n'existe plus, il n'appartient à personne. Première règle. Si tu es trop riche, quand ton sous-sol est riche, c'est ça la charte de l'impérialisme. Quand tu as un sous-sol riche, pour l'Occident, premier principe, ton pays ne t'appartient pas. Donc, c'est leur pays. Ils ne le disent pas. Mais les stratégies qu'ils mettent en œuvre vous démontrent qu'ils doivent prendre ça. Donc, la RDC, à partir du moment où ça a été une propriété de Léopold II, et qui a légué ça au Parlement belge, la RDC n'est plus, depuis ce moment-là, la propriété des Congolais. Ah, il faut que nous comprenions. Ce n'est plus leur propriété. C'est pour ça qu'on a traité le Lumumba comme on l'a traité. C'est pour ça que les Tchombo se comportent comme ça quand ils racontent leur fédéralisme-là. Une bonne partie de la classe politique de la RDC, de manière généalogique, est convaincue que, d'ailleurs, c'était ça le comportement de Kasavubu. Comme Lumumba, c'est vrai, bon, tu vas donner le pouvoir, tu es ce que tu es, mais à partir du moment où tu es très isolé, tu as trop d'ennemis dans son entourage. On peut pas être leurs ennemis, ils sont forts. Pas être leurs ennemis. Donc, par pragmatisme, il a livré son frère. Mobutu, n'en parlons même pas. Lui, n'en parlons même pas de lui. Ils l'ont livré. Donc, parce que le non-dit est clair. Les Occidentaux considèrent que la RDC, c'est leur propriété. Sur la base que c'est un don de Dieu à Léopold II. Et Léopold II, c'est le civilisateur. C'est lui qui a amené la lumière dans le gigantesque champ forestier qu'est la RDC. Donc, dans les forêts, il y a des choses effrayantes. Il n'y a pas de civilisation dans des forêts immenses. Ça fait peur. Donc, ça ne leur appartient plus. Il faut bien comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire. Hein. Ce n'est pas un jeu, c'est comme ça. Ils ne le diront jamais. Ils vont dire droit international, blablabla. Mais dans le principe, ça ne vous appartient plus à partir du moment où Léopold II nous a légué ça. Nous, on a pris, nous, Américains, on a un droit de préemption sur votre pays. On s'en fout de qui est président. Si tu es président, ou tu respectes ça, ou on finit avec toi. Et on déclenche donc les dynamiques de la vieille politique coloniale, géopolitique coloniale occidentale qui est claire. Quand un territoire est un territoire extrêmement riche en matières premières, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on s'assure que ses voisins, plus il est grand, on s'assure que les voisins, n'est-ce pas, qui sont là, on va les utiliser pour créer une tension de démembrement qui pèse constamment sur le pays. Le risque de balkaniser, on appelle ça la pression, c'est-à-dire le marteau de la balkanisation. C'est un gigantesque marteau qu'on fait tout le temps, qu'on fait parler sur ta tête. Tu vois, ça balance comme ça, tu vois pas la main qui balance, mais tu vois, c'est un marteau qui balance, c'est que tu t'amuses, on balkanise. Deuxièmement, on divise ton pays en régions ethniques prêts à s'affronter. On les attise. Vous savez très bien qu'il ne manque pas d'Africains pour faire le travail là. Ils sont même très nombreux, ils courent même pour ça, ils sont très nombreux pour faire ce travail. On s'assure que jamais il n'y a un président qui refuse à fédérer le pays sur une base unitaire,
S'il le fait, il va s'arrêter là parce qu'on va lui mettre une pression telle que vraiment, il a le choix entre l'unité du pays, la pauvreté, la population qui souffre. De manière que demain, si tu veux déranger, les mêmes populations qui souffrent là vont servir de base à ton renversement. Il suffira de dire que c'est toi le dictateur. Vous savez, Mobutu a tourné les films sur lui, Roi du Zaïre, un vaurien qu'on appelle cinéaste, là, je ne veux même pas citer son nom. Et là, pour lui, le problème de Zaïre, c'était Mobutu. Ce n'était pas les Occidentaux, ce n'était pas les Belges, ce n'était pas les Américains, c'était Mobutu, Roi de Zaïre. Mobutu avait tellement volé qu'il a volé plus que Léopold II, les Américains, tout ça mélangé. Donc, ouais. Et ce type de théorie, on a mis ça. On diabolise. Mobutu, je ne le défends pas. J'analyse les faits historiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas. Les mêmes qui ont tué le Mumba, et on fait le dieu de Zaïre, après dire que non, c'est un vaurien, c'est lui qui a créé tous les problèmes, après c'est Kabila qui a créé tous les problèmes. Tous partent, vous voyez, mais le sort du pays ne change pas, il s'aggrave. C'est la géopolitique. C'est la géopolitique. Donc il y a une géopolitique des Grands Lacs. Les Grands Lacs, c'est la RDC. Mais ce n'est pas les Grands Lacs. Hein. C'est une géopolitique de toute l'Afrique subsaharienne. La RDC, c'est le centre. De par sa position, son immensité et ses richesses fabuleuses, la géopolitique africaine se concentre, c'est-à-dire c'est la RDC qui est le pays charnier, qui est la dorsale de cette géopolitique-là. Et à partir de la RDC, on contrôle tout le continent, tout ce jour-là. Tout ce jour-là. Alors pourquoi je ne cesse pas de dire aux Africains, mais ce n'est pas un problème de la RDC, c'est un problème de tous les Africains. Alors pourquoi depuis pratiquement 15 ans, je n'ai pas cessé de dénoncer Kagame pour dire que mais pour moi, c'est un criminel, ce n'est pas un président. C'est un criminel. Parce que dans le cadre de la géopolitique du Grand Lac, ils ont deux fers au feu. Soit le président qui est en place en RDC joue au Tintin, soit on balkanise la RDC. C'est écrit. Je vous ai parlé de cette secrétaire d'État aux affaires africaines américaines. Elle s'appelait Djenjaï, c'est une femme. Elle était un peu potolée comme ça, c'est une femme.